Bonjour. Nous sommes mercredi le 25 mars. Mon nom, c'est Antoine Chiadé. Je vous parle en tant que représentant d'un comité de communication et marketing pour l'Association canadienne de chirurgie buccale et maxillofaciale. Euh, je suis heureux d'avoir avec moi aujourd'hui Dr. Michel El-Hakim, chirurgien maxillofacial en pratique privée avec une implication importante dans le Centre universitaire de santé de McGill en chirurgie maxillofaciale en tant qu'enseignant et ancien directeur de programme de chirurgie buccale, ainsi que Dr. Pierre-Éric Landry, professeur de chirurgie maxillofaciale à l'Université de Laval et directeur général de l'Association canadienne de chirurgie buccale et maxillofaciale du Canada. Et aussi, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Dr. Mathieu Lenis, président de l'Association de chirurgie buccale et maxillofaciale du Québec. Je vous remercie tous d'être ici avec nous pour cette petite discussion et entrevue. Un petit avertissement à l'auditeur. Les informations que nous allons partager avec vous sur le sujet du COVID, de la pandémie de COVID, nous ne sommes pas mandatés par une entité gouvernementale pour les partager avec vous. Ce ne sont pas des informations qui doivent être considérées comme des lignes de comportement professionnel. Il faut toujours que vous vous fiez sur les recommandations de l'ordre provincial dans votre juridiction géographique. Alors, le but de notre conversation aujourd'hui, c'est de parler à propos de la pandémie de COVID-19 et de parler un tout petit peu de l'impact que cette pandémie a eu sur notre comportement, sur notre spécialité de la chirurgie buccale et maxillofaciale ainsi que la médecine dentaire. Et pour se parler un tout petit peu des différents scénarios que nous confrontons présentement et des réalités cliniques que nous confrontons tous de jour en jour présentement. Évidemment, c'est une situation qui est en évolution assez rapide. Les informations changent des fois de jour en jour concernant le comportement professionnel. Alors, on vous encouragerait vraiment encore à poursuivre et à chercher les informations pertinentes de votre ordre professionnel dans votre région géographique. Merci beaucoup. Peut-être, Dr. Lanis, Mathieu, est-ce que je pourrais te demander de nous parler un tout petit peu de l'état des choses au Québec en tant que président de l'association? C'est quoi peux-tu nous mettre à l'heure sur ce qui se passe au niveau des lignes directrices présentement? En fait, les lignes directrices de l'Ordre des dentistes du Québec sont quand même assez claires. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les bureaux de dentistes, incluant donc de spécialistes en chirurgie buccale maxillofaciale, doivent être fermés et de limiter, dans le fond, leurs activités simplement aux urgences. Se qualifiant comme une urgence, donc c'est-à-dire une douleur qui n'est pas contrôlée par médication, une infection qui mérite une intervention chirurgicale dans notre cas, par exemple un drainage, une hémorragie ou un traumatisme dentaire. Ça me semble que j'en oublie pas. Alors, sinon, le tout devrait être géré par un moyen de communication par téléphone ou par application comme FaceTime. Normalement, d'ici le 1er mai prochain, seules ces interventions-là devraient pouvoir se pratiquer. Sinon, le bureau devrait demeurer fermé. C'est sûr que dans la communauté, dans nos communautés où on travaille, en tant que chirurgien maxillofacial, nous sommes souvent sollicités pour soigner les urgences qui affectent la région de la bouche et les structures avoisinantes, comme on dit. Est-ce que tu te trouves avoir été sollicité beaucoup par tes collègues dentaires? Ou... Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, je dirais les quelques urgences, là, en fait, qu'on a eu, c'est des gens, en fait, c'est l'histoire classique là, du patient qu'on avait déjà vu il y a 1 an, qui n'avait pas fait de suivi sur sa dent de sagesse, puis là, qui revient avec la péricoronite. Mais de la part de mes dentistes là, dans la région, jusqu'à présent, c'est plutôt tranquille. Et sur l'autre volet de cette question-là, est-ce que tu as c'est un peu difficile à établir ceci, mais je me demande s'il y a beaucoup de bureaux dentaires qui sont en train de faire des dépistages d'urgence et de soigner des urgences dans le secteur privé. C'est une question que je me demande. Je ne sais pas si vous avez
un sentiment sur cette question-là? Docteur Al-Hakim, de votre côté? Ben, moi, j'ai eu quelques appels de collègues dentistes, évidemment, qui font un dépistage pour voir s'il y a des urgences. Encore comme a bien mentionné Dr. Lennis, on n'a pas eu beaucoup de cas, en tout cas à notre bureau. Peut-être 2 ou 3 patients qui avaient des problèmes spécifiques, douleurs aiguës, par exemple, que je peux rapporter ou quelque chose post-opératoire, qu'on a pu régler par téléphone jusqu'à maintenant, ce qui était quand même bien. Évidemment, on se tient prêt pour traiter les urgences selon les directives de l'Ordre des dentistes et on se limite juste aux cas urgents. On ne fait pas d'autres cas électifs. OK. Michel, une coïncidence que présentement, tu es de garde à l'Hôpital général de Montréal. Et en fait, j'allais te poser la question concernant le triage des urgences dans le secteur privé et dans le contexte d'un patient qui doit être dirigé à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à ce niveau-là présentement dans ton environnement? Dans notre environnement, évidemment, donc pour l'hôpital, tout ce qui est des cas de traumatismes faciaux ou infections qui ont besoin d'un traitement hospitalier, évidemment, ils sont référés chez nous. Donc, on parle d'infection comme un drainage d'abcès qui nécessite un soin immédiat. Pour les autres cas, évidemment, le dépistage se fait en privé, puis on essaye de traiter en privé. Maintenant, si on dépiste, on fait un dépistage, le patient a besoin d'un traitement urgent, puis il est susceptible d'être COVID positif ou il est connu d'être COVID positif. À ce moment-là, ces patients, je peux parler de l'île de Montréal, doivent être référés à un centre désigné. En fait, c'est un de nos 3 hôpitaux à Montréal, le CUSUM, le CHUM et l'hôpital général juif. Donc, nous, quand on reçoit ces patients, dans mon cas à l'hôpital général de Montréal, évidemment, on a toutes les précautions nécessaires si c'est un cas COVID positif. Jusqu'à présent, je peux vous dire, j'étais de garde pour les 10 derniers jours. Je n'ai pas eu de cas COVID positifs qui sont connus. Alors, je n'ai pas traité encore de ces cas-là, mais on est prêt à les traiter. On a tout ce qui est nécessaire du point de vue les protections personnelles et les chambres à pression négative aussi qui sont disponibles en fait à partir de cette semaine dans notre département de chirurgie maxillofaciale. Est-ce que je peux présumer que si vous avez un patient qui doit absolument être soigné, qui est COVID négatif dans le sens du questionnaire et des symptômes et de l'historique du cas, que vous serez capable de le soigner dans un bureau privé? Est-ce que vous avez les équipements nécessaires pour faire ceci? Ça, c'est une grande question, puis je ne sais pas si j'ai une réponse très claire là-dessus. C'est sûr que présentement, avec l'état de choses, c'est que l'Ordre des dentistes et peut-être plusieurs organismes aussi recommandent ou suggèrent qu'on utilise les protections qu'on utilise régulièrement pour les patients. Donc, pas besoin du masque N95 ou d'autres précautions à faire. Sauf que avec l'augmentation de la prévalence de la maladie, il faut suspecter que même si le patient ne présente pas de symptômes ou n'a pas d'autres facteurs de risque, et avec la contagion communautaire, donc il y a de bonnes chances qu'un patient qu'on pense qu'il est négatif, qu'il soit effectivement positif. Mais présentement, on essaye de faire avec les moyens de bord. Donc, je peux vous dire que dans mon bureau, non, je n'ai pas les N95. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu besoin de traiter quelqu'un, mais si j'ai à traiter quelqu'un dans mon bureau privé et utiliser les moyens réguliers qu'on utilise, je vais essayer de faire des procédures qui ne produisent pas d'aérosol. Parce que, encore là, en faisant ce type de procédure, on peut augmenter le risque de contagion. Et on peut souligner le fait que, d'expérience, dans 99% des situations, on est capable de remettre le traitement avec des stratégies de pharmacologie, n'est-ce pas? Exactement. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mathieu, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? En fait, ma compréhension de la directive actuellement, c'est que si le patient au questionnaire, bon, c'est-à-dire qu'il ne revient pas de voyage, qu'il n'est pas en contact avec quelqu'un, qui ne fait pas de fièvre, qui ne présente pas de symptômes, actuellement, les mesures, et je pense que c'est la même chose là, dans certains hôpitaux, les mesures de protection sont les mêmes là, qu'en temps normal. Toutefois, si le patient est suspect,
COVID positif, à ce moment-là, il devrait être traité avec les protections supplémentaires, c'est-à-dire le masque N95, la visière et ça. Et là, actuellement, par rapport dans le bureau privé, bien, il n'y en a pas de masque N95. Si on appelle chez nos fournisseurs, on n'est pas capable d'en avoir. Alors, si un patient se qualifierait pour une urgence, où est-ce qu'il faut intervenir, l'utilisation de la tube buccale ou pas, à ce moment-là, moi, je pense que s'il est connu, actuellement, on n'aura pas vraiment le choix là, de le référer là, à un des centres, en tout cas désigné. À Montréal, c'est les centres que Michel a parlé. Docteur Landry, si je peux vous demander, l'état des choses dans votre région, est-ce que vous avez aperçu évidemment un énorme changement dans le comportement des dentistes? L'impact de ces lignes directrices dans votre région, est-ce que vous avez été capable de détecter un certain sentiment dans votre communauté concernant une anxiété vis-à-vis cette situation? Je pense que du côté de la population dentaire, des dentistes, il n'y a pas d'anxiété. La plupart des gens commencent à réaliser qu'ils ont traité des cas douteux. Et c'est difficile de se prononcer de façon statistique, mais cette semaine nous a un peu confrontés à plus d'urgences dentaires que les gens ne voulaient ou ne pouvaient pas gérer dans leur bureau. Des urgences dentaires chirurgicales, s'entend. Les extractions de dents fracturées, les extractions de péricoronite qui passent d'un stade subaigu à aigu ou qui n'ont pas répondu à un premier traitement pharmacologique. Ma perception actuellement, c'est qu'il y a une lente progression de l'incidence d'appels pour ces choses-là, toujours chez des patients qui sont considérés non à risque, même si on sait très bien qu'on vient de passer à une autre ère, dans l'ère du COVID, c'est-à-dire c'est à l'ère de la propagation communautaire, où est-ce que tout le monde doit être considéré suspect. Mais on fait encore, comme il a été spécifié, l'histoire, on fait la revue des symptômes, des contacts, etc. Puis, on essaye de rendre des services avec des précautions qui sont encore universelles, les précautions anti-gouttelettes. On essaye d'éviter la production d'aérosols. Alors, Dr. Landry, vous avez mentionné que vous avez votre équipe qui est disponible pour vous aider à soigner ces urgences-là. Est-ce que vos employés sont présents? Vous avez une équipe qui est présente à votre bureau pour vous aider à vous supporter dans le traitement des urgences? Absolument. On gère la répartition du personnel en fonction de leur consentement à participer à l'effort. Et on a quand même une clinique où est-ce que la totalité du personnel, c'est de 35 à 40 personnes. C'est pas tout le monde là-dedans qui peut, compte tenu de ses obligations familiales. Mais on a un pool d'assistantes et de réceptionnistes qui nous soutiennent et qui nous permettent d'assurer une continuité de service 5 jours. On avait 2 sites, on a réduit ça à un site. Et puis, oui, on est capable de continuer avec les gens en s'assurant de leur protection. Mais leur protection, c'est aussi notre protection, puis c'est la protection des patients entre eux et de nos infrastructures pour être capable de continuer à livrer les soins. Il y a un léger accroissement, comme je mentionnais, puis on fait la gestion en fonction des volumes d'appels qui semblent être en hausse, tout en se protégeant comme pourvoyeur de soins. Okay. Est-ce qu'il y a un corridor entre votre pratique et l'hôpital, dans le sens que vous avez accès dans les situations où il faut que quelqu'un soit soigné sous anesthésie générale ou qui est COVID positif, qui est prouvé COVID positif par un test, qui nécessite des soins invasifs pour une vraie urgence selon les définitions courantes? Est-ce que vous avez accès à... Oui, presque tous les membres de notre clinique sont aussi des membres du CMDP à l'hôpital d'Enfants Jésus, donc à l'intérieur du CHUC. Et ce qu'on connaît actuellement, c'est que oui, les COVID positifs ou les cas qui nécessiteraient un niveau d'intervention supérieur à ce qu'on peut donner ici seraient reçus dans le CHUC. Maintenant, la réunion de finalisation des protocoles de transfert aura lieu ce soir pour les membres du service. Ça fait que, mais de ce côté-là, il n'y a aucun pépin. C'est une liste de garde qui est partagée.
par nous-mêmes, ainsi qu'un autre chirurgien de la région en ce qui concerne l'Enfant Jésus. Ce qui est un peu moins clair, c'est l'infrastructure de soins publics pour les patients qui auraient besoin de soins dentaires, non pas nécessairement de soins chirurgicaux, et qui n'auraient pas accès ou ne seraient pas éligibles au traitement en milieu hospitalier. Alors, plus des soins dentaires, si on parle de traitement endodontique ou de traitement de restauration d'urgence, etc., il paraît que ça va s'organiser autour d'une clinique dentaire au CHUL, mais régionalement, il n'y a pas encore de directive, il n'y a pas encore de clinique désignée. Et même nous, on le fait par conscience sociale, puis parce qu'on veut assurer une continuité des soins, mais on n'a pas de soutien, puis l'ordre n'a pas encore désigné, en tout cas dans la région de Québec ou ailleurs qu'à Montréal. Je me demande même si à Montréal c'est fait. On n'a pas encore désigné de clinique qui était, je ne sais pas si on peut parler d'accréditation, mais qui était identifiée pour aider à orienter les patients et les professionnels qui veulent référer des patients.